Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis 2010, le Cameroun fait face à de nombreuses attaques terroristes, entamées depuis le début de la crise avec Boko Haram ou contre Boko Haram, et puis étendues dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cette crise est marquée par de nombreux enlèvements de tous ordres et concernant tout type de population. Mais pour essayer de comprendre ce phénomène de kidnapping, nous avons à nouveau rendez-vous avec Edouard Epiphane Yogo, enseignant-chercheur, directeur exécutif du Bureau d'études stratégiques BISTRAT. Bonsoir, Dr Yogo. Bonsoir, cher Fabrice. Alors, qu'est-ce qui explique la recrudescence de ce phénomène de kidnapping? Bien, si je parle du phénomène du kidnapping ou alors de prise d'otage ou d'enlèvement, comme vous voudrez, je vais d'abord m'intéresser, disons, à la région qui est logée dans le bassin du lac Tchad. Disons qu'au Cameroun, c'est au niveau du bassin du lac Tchad qu'on a commencé à constater que cette logique venait, mais ça s'inscrit dans l'histoire. Disons qu'il y a d'abord les logiques précoloniales. Il y a des logiques précoloniales, il y a la culture de la rapine, il y a la culture de la prédation qui a souvent existé dans ces périodes-là, surtout au niveau de lorsqu'on formait encore des royaumes et autres, qui a créé des conditions dans lesquelles les Robins de Bois parfois étaient très acclamés dans leur contrée. Au fur et à mesure que le temps avançait, le colon est arrivé, la razzia, qui était la principale activité non conforme qui se menait à cette période-là, a été clandestinisé. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, puisque lorsque le colon arrive, des lois s'installent, ça devient donc un phénomène qui est interdit. Et alors, les acteurs qui pratiquaient cela entrent dans la clandestinité, au point où ça devient donc une question qui va se transmettre de génération en génération à travers un certain nombre de facteurs. Et en s'appuyant, je veux dire, sur un certain nombre de facteurs, comme la pauvreté et ainsi de suite. Donc, finalement, avec les années 1990, lorsqu'il y avait les coupeurs de route aussi, le phénomène est revenu en émergence, a émergé à nouveau comme étant l'un des modes d'action des coupeurs de route. Et on a vu comment ça s'est répandu au niveau de l'extrême nord Cameroun. Après l'extrême nord Cameroun, le phénomène s'est répandu dans d'autres régions. C'est-à-dire qu'on l'a vu comment il se répandait au niveau de la côte dans le golfe de Guinée. On a vu comment les régions du nord, les régions de l'est et les régions de l'Adamawa aussi ont été frappées par le phénomène à cause non seulement de la porosité des frontières, de la pauvreté et puis de l'absence des mécanismes de socialisation suffisants dans ces espaces-là, notamment au niveau des confins territoriaux, je veux dire des espaces transfrontaliers. Le phénomène s'est donc émergé au point de devenir une pratique parfois ordinaire dans ces zones-là. Voilà comment il s'installe. Boko Haram arrive donc aussi au Cameroun. Boko Haram qui reste également dans la symétrie arrive au Cameroun et en fait également l'un de ses modes d'action. Et puis nous avons également, lorsque le phénomène du Dozo lui aussi s'accélère, avec notamment la multitude de milices que nous y avons, eux aussi intègrent donc les enlèvements, le kidnapping, comme l'un des modes d'action. C'est un mode d'action finalement très stratégique pour ceux qui le pratiquent, parce qu'il permet d'engranger un certain nombre de ristournes, s'il faut que je m'explique ainsi. Bon, parmi les ristournes, on peut envisager des ristournes politiques ou des ristournes en termes de visibilité ou des ristournes financières? D'abord, il faut faire la différence entre la catégorie d'acteurs qui pratiquent ce phénomène. Les terroristes, Boko Haram ou les guerrilleros du Nozo, lorsqu'ils le font, ce n'est pas forcément à des fins politiques à ce moment-là. L'action qu'ils mènent peut avoir une téléologie politique, mais la dimension opérationnelle, quant à elle, doit subsister. Et elle peut subsister lorsqu'on essaye d'engranger de l'argent. Il faut donc trouver des moyens de financement. Et le kidnapping peut donc à ce moment-là servir de moyen de financement. Maintenant, là où c'était au niveau de ce qu'on peut appeler les terroristes, Boko Haram et puis dans le Nozo. Au niveau maintenant des rebelles, c'est-à-dire la rébellion que nous voyons dans les trois régions de l'Adamawa, de l'Est et du Nord,
c'est aussi pour un moyen de financement ou alors d'enrichissement. Ce sont des voleurs, des bandits de grand chemin. Ce sont des bandits de grand chemin, parfois des bandits, le banditisme transfrontalier, quoi. C'est du pur banditisme transfrontalier. Et à ce moment-là, l'enlèvement est un mode de financement, c'est de la rapine, c'est du vol, quoi. Donc, il n'y a pas de dimension politique à ce niveau-là. Il n'y a pas de dimension politique. Ce qui se passe dans les régions de la Damawa, de l'Est et du Nord n'a pas de dimension politique. Les dimensions politiques de l'action, de la théologie de l'action, c'est à l'extrême nord et puis dans le Nozo. Alors, merci déjà pour cette belle présentation socio-géographique du phénomène d'enlèvement et de prise d'otages. Les régions de l'extrême nord, du nord, la Damawa, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest font quand même partie d'un ensemble Cameroun qui est situé en Afrique centrale. Alors on a le mécanisme d'alerte rapide en Afrique centrale, le MARAC, qui existe depuis un certain nombre d'années, depuis des décennies, est présent. Mais comment se fait-il que le phénomène Boko Haram qui avait initié les coupeurs de route, qui commençait au début des années 2000 et autres, jusqu'à aujourd'hui, a pu éclore et avancer sereinement sans qu'il y ait une action soit synergique ou une action d'alerte déjà des États? Non, mais si vous évoquez le mécanisme d'alerte rapide, vous savez, le MARAC, lorsqu'il a été institué, devait avoir des bureaux dans l'ensemble des États de la CEAC. Connaissez-vous un bureau du MARAC au Cameroun? Dans Yaoundé, je ne sais pas si le MARAC est représenté au niveau de Yaoundé, même si la CEAC peut avoir une représentation ici. Donc, la question de la prévention est fondamentale pour les États fragiles. Et c'est une leçon que nous devons tous apprendre à tirer. Il ne s'agit même pas seulement du MARAC, vous allez même trop loin. Au niveau interne au Cameroun, j'ai fait mon terrain il y a 2 ans. J'ai discuté avec certains officiers qui me disaient que dans les années 2009, l'état-major camerounais recevait déjà des fiches qui informaient sur des acteurs qui font des prédications qui poussent à la violence, ainsi de suite. Tout est dans la façon dont nous considérons, dans notre capacité à flairer la menace. Il faut flairer la menace, il faut anticiper, il faut donc disposer des éléments des mécanismes qui puissent vous permettre de structurer votre mode de prévention. Et la prévention a échoué, on va dire, dans les régions africaines. Et c'est sur ce point que l'Afrique devrait donc insister. Prévenir a toujours valu mieux que guérir. Le renseignement prévisionnel. Oui. Alors, y a-t-il un critérium, ou alors un critère ou des critères qui permettent de cibler le type de victime? Disons que quelquefois il y en a et quelquefois ça s'opère, on va dire, parfois on a l'impression que ça s'opère sans calcul. En ce qui concerne par exemple les terroristes, lorsque ceux-ci veulent attaquer, on va cibler. Si vous êtes un occidental, que vous vous trouvez dans une zone critique, si vous êtes un Chinois, un Américain, parfois la nationalité peut avoir une valeur, que vous vous trouvez dans un espace, il est plus facile de vous prendre que de prendre le petit villageois de la même communauté dans laquelle vous travaillez, vous l'occidental. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on fait des choix stratégiques lorsque on veut procéder à un enlèvement. L'enlèvement ne s'opère pas ex nihilo. Il y a des calculs qu'il faut faire. Dans le Nozo aussi, on s'appuie sur les familles. On s'appuie sur les familles lorsqu'on fait ces différents enlèvements. Mais vous ne trouverez jamais aucun État qui vous dise, ou alors qui proclame haut et fort qu'il paye des rançons, ou alors qu'il traite avec ces personnes-là. C'est ceux qui enlèvent avec des kidnappeurs. Sauf que parfois, la négociation peut s'opérer en douce. Alors, si on ne négocie pas, c'est la force militaire qui prévaut. Et le risque de se laisser, c'est la mort. Parce qu'on a souvent observé que ce soit dans le cas de Boko Haram, ou dans le cas des terroristes du nord-ouest ou du sud-ouest, on a tout type de population. Là, récemment, il y a une sénatrice qui a été enlevée. Il y a quelques années, l'ancien vice-premier ministre, ministre de la Justice, avait été enlevé. Et puis, sans explication sur le contenu, alors sur la méthode d'extraction ou d'exfiltration, on les retrouvait libres.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une certaine communication sur le sujet, une communication institutionnelle, une communication gouvernementale sur le sujet? Bon, disons que, vous savez, il y a des domaines, notamment au niveau militaire, il y a des domaines dans lesquels communiquer peut être contre-productif. Disons-le ainsi, communiquer peut être contre-productif. Supposons que vous ayez payé une rançon et que vous le disiez. Vous imaginez ce qui pourrait arriver lorsqu'il y aura, chaque fois qu'il y aurait enlèvement, est-ce qu'on va préférer une famille à une autre? Non. Vous savez, ce sont des calculs politiques, stratégiques qui sont menés. Moi, j'apprécie par exemple le fait que l'armée ait communiqué sur ce qui s'est passé dernièrement là, dans certains villages au Nozo. L'armée a reconnu que ces hommes ont mal agi et puis a même précisé que ceux-ci ont été emprisonnés. Communiquer, c'est bon pour la confiance. Communiquer, c'est bon pour extraire la méfiance. Mais communiquer pour tout et pour rien, parfois ça peut être contre-productif. Communiquer sur les rançons ne me semble pas assez pertinent pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Le plus important dans cette situation-là, c'est de rassurer en ayant la capacité d'extraire ces personnes. Quelles que soient les stratégies que l'État utilise, à un moment donné, mieux vaut que lui seul soit au courant de ces stratégies pour garder un minimum de confiance, pour engranger un minimum de confiance et de sympathie envers la population. Alors, quels sont les facteurs qui permettent de faire avancer, qui permettent de faire éclore, ou on va le dire ainsi, de faire prospérer le kidnapping? Est-ce qu'il y a la coopération et la population, oui, la population et les terroristes? Oui, je voulais y parvenir. Il y a déjà la capacité des kidnappeurs à s'infiltrer au sein de la population. Leur capacité à détecter des potentielles cibles. Leur capacité à assurer les filatures. Leur capacité à disposer de stratégies opérationnelles pour pouvoir bloquer des convois, leur capacité, on va dire, leur capacité opérationnelle, quoi. Et maintenant, il y a aussi leur réseau. Le réseau est fondamental dans ce type de situation. Il faut savoir la trajectoire économique et politique, par exemple, de celui que nous allons arrêter. Parce qu'il y a des acteurs politiques, il y a des acteurs économiques qui sont rentables pour cela. Et donc, il faut disposer de toutes ces qualités pour pouvoir réussir à votre kidnapping. Et le rôle de la population, alors, de manière générale, parfois on a l'impression qu'elle est plutôt complice en réalité. Ou alors se sent-elle se mettre dans une situation de résignation, c'est-à-dire elle est faible, elle est fragile, elle laisse l'État et les entités théoriques se liguer. Vous savez, la complicité dont vous parlez peut être perçue de trois manières. Elle peut être par contrainte, par peur de représailles, ou alors effectivement par volonté. Très souvent, dans ce type de situation, la contrainte et la peur sont des éléments qui peuvent faire en sorte que les populations se taisent. Parce que la peur des représailles, les représailles peuvent être très dangereuses souvent pour ces populations-là. Vous savez que dans ces situations, ceux qui agissent connaissent les communautés aussi, connaissent le milieu dans lequel ils opèrent, connaissent donc la société, c'est-à-dire la structure de la société, même sa structure mentale, parce qu'ils y vivent. La population a toujours été le bouclier dans ce type de situation asymétrique. Lorsqu'on doit faire face à un acteur, à des acteurs comme ceux-là, c'est la population qui est le bouclier. Donc c'est derrière la population qu'eux, ils peuvent se cacher et c'est dans la population qu'ils se trouvent. Il faut donc faire attention dans le type d'attitude qu'on doit mener. C'est pourquoi, et je vous ai dit et je le répète toujours, que la qualité de l'action militaire est l'élément fondamental pour engranger la confiance. Il y a une opération Arrow 8 qui a été menée à l'extrême nord Cameroun. Et une fois, vous pouvez la voir sur YouTube, les hommes militaires sont allés sur le terrain, ils étaient en pleine patrouille, ils ont suivi une détonation. Ils ont ciblé l'espace, la zone. Quand ils arrivent dans la zone, c'est sur YouTube ce que je vous raconte. Quand ils arrivent dans la zone, ils trouvent des hommes et des femmes dans un village qui sont assis. Et ils leur posent la question de savoir ce qui s'est passé. Personne n'a pu répondre. D'abord, il y avait des caméras, c'est-à-dire les gens étaient filmés.
Donc vous pensez que si ces populations ne répondent pas, c'est forcément parce qu'elles sont complices? Non, mais quand les militaires vont rentrer dans leur base, qu'est-ce qui pourrait arriver? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut que... C'est pour ça qu'on vous a dit qu'il faut s'inscrire dans ce type de logique, dans un paramètre contre-insurrectionnel, qui ferait que le paramètre militaire doit effectivement faire son travail pour créer les conditions de la confiance. Lorsqu'il crée les conditions de la confiance, vous pouvez avoir la population avec vous. Mais tant que celle-ci se sent menacée, apeurée, tant que celle-ci ne ressent pas le retour du type d'actions qui sont menées sur le terrain, vous ne pourrez pas bénéficier de son soutien. L'appui à l'effort de guerre se fabrique et se construit d'abord politiquement, se concrétise militairement et se manifeste socialement. Alors, sur la lutte, peut-être pour aller vers la fin, sur la lutte contre ce phénomène de manière définitive, quels sont les chantiers en dehors de la prévention qui seraient prioritaires pour le Cameroun et également pour l'Afrique en matière pour lutter contre ce phénomène? Le phénomène des enlèvements? Oui. Bon, je pense que le phénomène de l'enlèvement est d'abord une question de sécurité et de défense. C'est-à-dire que vous avez dit en dehors de l'aspect préventif, il faut donc améliorer les dispositifs opérationnels. Il faut améliorer votre capacité de renseignement, il faut améliorer votre relation avec les civils, il faut améliorer votre capacité, votre niveau de coopération, même avec les pays frontaliers. Il faut contrôler vos frontières parce que c'est par là que passent tous ces acteurs-là. Il faut avoir une politique des frontières assez pertinente. Et les conditions de vie des populations aussi. Oui, les conditions de vie des populations aussi passent par là, parce que lorsque les mécanismes de socialisation sont absents, notamment dans certains espaces, on crée des poches de vulnérabilité. Et c'est dans les poches de vulnérabilité qu'on enrôle. C'est dans les poches de vulnérabilité donc, que va donc être plantée la graine de la violence. Et l'Afrique, de manière générale, dans ce champ de sécurité, de défense des populations, a-t-elle une contribution à apporter réellement dans ce débat? L'Afrique doit pouvoir apporter sa contribution dans la question de la sécurité et de la défense. D'abord, en son sein, elle doit pouvoir disposer de la compatibilité stratégique. Ça veut dire qu'il faut que l'Afrique s'organise à faire en sorte que, au niveau de la stratégie, ses normes, ses principes, ses standards puissent être compatibles. À un moment donné, le droit de poursuite a été un frein à l'effectivité de l'action opérationnelle militaire. Donc, il faut qu'au niveau aussi opérationnel, qu'on puisse interopérabiliser les mécanismes qui sont mis en place, de telle manière que cela facilite l'action. C'est-à-dire, si on pense collectivement et de la même manière au niveau stratégique, au niveau opérationnel, on implémente tous ensemble sans qu'il y ait des barrières opérationnelles, des obstacles qui puissent empêcher à ce que l'action militaire puisse être effective et permanente. Donc, l'Afrique aussi à sa part de contribution. Mais sa contribution réside d'abord sur sa capacité à disposer d'une autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, c'est la capacité de prendre des décisions librement, mais en tenant compte des réalités géopolitiques et géostratégiques du monde. L'autonomie stratégique, c'est avoir la capacité vous-même de vous asseoir et de décider sur l'orientation politique et stratégique que vous voulez donner sur une question. Savez-vous que dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, il a fallu s'asseoir en France pour dégager un plan d'action de lutte contre la secte. C'était le 17 mai 2014 à l'Élysée, lorsque le président François Hollande, à la demande du président nigérian, recevait les pays concernés par le phénomène Boko Haram pour leur demander de s'asseoir ensemble et de travailler pour vaincre la menace. Est-ce possible ça? Donc, il faut un minimum d'autonomie stratégique. Parce que lorsque ces pays étaient en France, quand ils étaient assis, il y avait d'un côté les pays concernés, de l'autre les partenaires au développement. Et le partenaire au développement n'attend que la fin pour récolter le travail qu'il mène en amont. Ça veut dire qu'après Boko Haram, le dividende devra donc être partagé entre nos partenaires de développement. Parce que pour ceux qui croient encore que nous résidons dans une communauté, que nous résidons dans un espace international où il y a l'amitié et autres, je crois qu'ils sont encore en train de se tromper. L'Afrique doit pouvoir ouvrir les yeux et savoir
qu'elle ne peut pas se faire dépêcher parce que les questions de sécurité et de défense, lorsque vous les exposez, vous vous dépêchez. Il faut donc disposer de cette capacité-là. L'avenir de demain ou la puissance de demain en géopolitique réside soit dans les États continentaux, soit dans les unions régionales. L'Afrique doit consolider ses unions régionales. La sous-traitance stratégique, la CEAC doit se former en un bloc. L'Union africaine aussi doit exister. Mais financée par l'Union européenne, cela sera-t-il possible? Voilà des questions stratégiques sur lesquelles les Africains doivent d'abord s'asseoir pour penser l'avenir sécuritaire et pour penser leurs questions de défense avant de penser à une quelconque autonomie, liberté et capacité de nuisance plus pertinente peut-être que ce qu'elle aurait aujourd'hui. Alors, c'est là... Il largue directement la solution russe dont on a entendu parler il y a quelques jours à la suite de l'enlèvement de la sénatrice qui disait que nous faisons accompagner par les Russes, on brûle la forêt Boko Haram où ils sont et on brûle également les ambazos. Ce n'est pas une solution. C'est pas une solution. C'est pas une solution. On ne peut pas réfléchir comme ça dans des questions qui concernent ce type de conflit. On ne réfléchit pas on va dire quoi, par l'arbitraire, on ne réfléchit pas par la violence, le tout militaire. Le tout répressif ou le tout militaire ne peut pas servir. Ça ne pourra jamais servir. Vous serez en train de créer d'autres poches de résistance. Est-ce que ce n'est pas plutôt une sorte de déni de responsabilité en se disant si ce n'est Pierre, ce serait Paul. Si ce n'est pas l'Union européenne, les Occidentaux, ce serait la Russie qui viendrait nous sortir de ce schéma d'insécurité que nous avons. Il faut véritablement peut-être construire d'abord une conscience de responsabilité au niveau des États africains. J'allais dire, il faut construire une conscience géopolitique. Il faut construire la conscience géopolitique. Parce que la géopolitique est une discipline qui vous permet de comprendre d'abord votre position à l'échelle mondiale et régionale et même sous-régionale. La géopolitique est une discipline qui vous donne les clés pour la matérialisation de votre puissance, quelle que soit l'échelle de cette puissance. Vous suivez? Oui. Ce n'est pas dire que vous devenez la première puissance mondiale, non, mais elle vous permet de pouvoir définir le niveau de puissance que vous voulez pour vous-même. Elle vous permet aussi de développer votre niveau d'autonomie stratégique et de profondeur stratégique aussi. Ce sont ces éléments-là qui vont donc vous permettre d'asseoir une politique qui est adéquate. Vous suivez? Donc, je pense que pour l'Afrique, l'essentiel repose sur sa capacité à prendre conscience qu'elle appartient à une classe d'insécurité commune. Et pour cela, qu'elle développe donc la conscience géopolitique. Une conscience géopolitique. Mesdames, Messieurs, c'est sur ces mots de fin, mots très pertinents du docteur Edouard Epiphane Yogo que nous clôturons cet entretien en signalant ce bel ouvrage, cet intéressant ouvrage publié par le docteur Yogo, Contrer l'extrémisme violent au Cameroun, publié chez l'Harmattan dans la collection Études africaines, série politique, avec une préface de Jean-Emmanuel Pondy. À très bientôt, docteur Yogo. Merci. C'est moi qui vous dis merci. Alors, à très bientôt sur Africa TV.